Hello friends and welcome on this platform. Les amis, on a le droit de se poser cette question. Est-ce que les Occidentaux sont à bout de souffle en Ukraine, ce qui concerne la guerre en Ukraine? Vous savez que dès le début de ce que les Russes ont appelé, à raison ou à tort, opération militaire, du moins c'est leur appellation sur ce qu'ils sont en train de faire en Ukraine, et ce que l'Occident et la majorité des peuples du monde appellent guerre en Ukraine, les amis, les Occidentaux avaient juré de soutenir l'Ukraine jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Et Zelensky avait dit quoi, les amis? Qu'ils vont combattre les Russes jusqu'au dernier Ukrainien. Et la question qu'on avait posée, c'est quoi? Dernier Ukrainien, ça veut dire quoi? Est-ce que les gens n'apprennent pas de l'histoire? Dans toute guerre, vainqueur ou pas, ça se termine par les négociations. Pour que ça ne se reproduise plus. Vous avez vu la guerre en 1914 en Europe, entre Européens. Ce que ça avait fait, les amis. Ça veut dire que, comme ils avaient vaincu l'Allemagne, lors de la première guerre, abusivement appelée mondiale, ils ont signé un traité à Versailles, le Treaty of Versailles, où il y avait les Georges Pompidou, comment il s'appelle encore, j'ai oublié l'autre nom de l'ancien premier ministre français. Ils étaient présents, les Britanniques et autres, Woodrow Wilson aux États-Unis, et ils ont signé l'asphyxie même de l'Allemagne. L'Allemagne devait payer les réparations. Et c'était en train de tuer l'économie allemande. Et ça a créé quoi? Les éléments pour une deuxième guerre en Europe, abusivement appelée deuxième guerre mondiale. Et à partir de là, ils ont compris que c'était pas une bonne façon de faire. Ils ont changé cela. Lors de la première guerre dite mondiale, ils ont créé ce qu'on a appelé la Société des Nations, the League of Nations. Clemenceau. The League of Nations, c'est l'ancien premier ministre français. Et the League of Nations, c'est ce qu'on a appelé en anglais et Toothless Bulldog. Parce que c'était là comme ça ne pouvait pas intervenir, ça ne veut rien, ça ne pouvait rien. Mais ils ont modifié cela en créant quoi? Les Nations Unies. Et les Nations Unies sont arrivées, beaucoup de personnes avaient confiance aux Nations Unies, mais aujourd'hui on se rend compte que c'est une organisation bidon, c'est une organisation qui est uniquement là pour bavarder, c'est une organisation qui ne peut pas prendre les actions, c'est une organisation que Netanyahou et l'Israël malmènent. Vous voyez un peu, non? Regardez comment le secrétaire général des Nations Unies est malmené par le ministre des Affaires étrangères israélien. Guterres est devenu un non-événement pour les Israéliens. Antonio Guterres, ancien ministre des Affaires étrangères dans son pays, le Portugal. Donc, vous voyez aujourd'hui, les amis, que ils sont là, plongés dans leur propre incohérence. Quand les Russes ont commencé leur opération militaire, ils ont rencontré les négociateurs qui viennent à Minsk et à Istanbul. Et à Istanbul, il y avait déjà un motu pour signer la neutralité permanente, dans un accord. D'ailleurs, Vladimir Poutine a présenté ça au chef d'État africain. Ce chef d'État africain, avec Macky Sall, le vendeur de blé ukrainien, qui avait été humilié en Ukraine. Et là, la Russie les a montrés en les respectant. Regardez, 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 on était déjà en train de signer un accord. Et Boris Johnson, l'éternel mythomane, est arrivé. Il a raconté tout ce qu'il a raconté. Et Zelensky, comme c'est un autre quorum, il a accepté cela. Et il s'est vu, oui, on va me donner les plateformes, je serai vraiment un grand président et tout, je vais parler partout dans le monde. On lui a miroité les choses. Mais s'il avait une petite connaissance de l'histoire, il devrait savoir que c'est une mauvaise idée de faire la guerre avec la Russie. Il devrait savoir que battre la Russie, c'est compliqué. Que c'est très, très compliqué. La Russie ne commande pas les armes. Vous voyez, c'est toute la différence. Et que la Russie s'était mise déjà en situation d'économie de guerre depuis 2014. 2014-2022, c'est combien d'années, les amis? 8 ans que la Russie préparait une éventualité de non-respect des accords de Minsk. Parce que la Russie aussi avait vu que les Européens étaient en train de travailler dans ce sens. Angela Merkel, d'ailleurs, l'a dit clairement. François Hollande a corroboré avec Angela Merkel. Donc, le but, c'était de déstabiliser, d'affaiblir la Russie. Zélo a écouté cela.
On lui a donné la parole partout. Union africaine, Union européenne, Parlement français, Parlement britannique, Parlement américain, oh, la réunion de pays arabes. Oh, c'est-à-dire que partout dans le monde. G7 au Japon, il était là. Il a pensé à un moment donné qu'il était indispensable et que tout le monde était d'accord avec lui. G7, boum, Bakhmout est tombé. La fièvre l'a attrapé. La fièvre, les amis. Donc, l'appétit vient en mangeant. Et les Russes ont commencé crescendo. Ils voulaient reprendre la Russie, l'Ukraine rapidement, mais ça n'a pas marché parce qu'ils ont sous-estimé l'aide que les pays de l'OTAN ont envoyée en Ukraine. Et cette aide-là était consistante. Donc, les drones turcs et autres. Et les Russes ont commencé à fabriquer les drones. Donc, ils ont dit, ah, donc, c'est la guerre des drones maintenant. Nous allons utiliser ces drones-là. Et les Russes, ouais, ils envoient des tonnes et des tonnes de drones sous le ciel qui viennent aux Ukrainiennes chaque fois avec des missiles. Là, la guerre entre l'Israël et les Palestiniens à Gaza. Les Américains redirigent donc leur aide vers ce côté parce que c'est des alliés éternels. Bam! Un problème s'impose. Quel est le problème? Manque d'armes et manque d'hommes sur le terrain. Et un autre problème, c'est quoi? Les munitions que les pays de l'OTAN ont envoyées en Ukraine ont été gaspillées, utilisées. Ils utilisent 20 fois ce qu'ils ne produisent pas. Donc, du coup, il faut que les gens les donnent encore et encore et encore. Donc, Zelensky est comme Oliver Twist, always asking. Et là, les pays sont déjà fatigués parce qu'ils ont déjà épuisé les stocks de souveraineté. Les challenges, les chars challenges par-ci, les Léopard 2 par là, les AMX-10 ici, les Abrams, les missiles Shadow Scab, tout cela. Ils ont déjà épuisé cela. En pensant que le tout pour le tout, la grande contre-offensive des Ukrainiens devrait aboutir et ça devait être facile pour eux de continuer à en découdre avec la Russie. Mais seulement les gens ont réfléchi en disant que si on a donné autant d'argent, autant d'armes en Ukraine pour sa grande contre-offensive et que ça n'a pas réussi, il faut qu'on multiplie ça par 2 ou par 3 et il n'y a aucune chance que ça réussisse encore. Donc, on est en train de se ruiner. On se ruine. Et là, aux États-Unis, les républicains ont saisi l'Assemblée nationale au Congrès. Donc, quand ils disent que ce n'est pas élection, ils ont gagné la majorité, même si c'est slight majority, but still a majority. Ils refusent de donner 60 milliards en Ukraine. Viktor Orban met son veto pour les 50 milliards que l'Union européenne voulait envoyer en Ukraine. Parce que lui, au moins, il est cohérent. Il a parlé de négociations depuis le départ. Négocions avec Vladimir Poutine, négocions avec Vladimir Poutine. Donc, il est au moins constant avec tout ce qu'il est en train de dire, tout ce qu'il est en train de faire. Vous voyez donc maintenant que l'aide qui devait venir ici, venir là-bas, ça ne vient pas. Est-ce qu'on n'a pas le droit donc aujourd'hui, les amis, de dire que les Occidentaux sont à bout de souffle en Ukraine? Je vous pose cette question simplement et honnêtement. Quand on regarde comment l'opinion publique européenne est en train de s'éloigner même de cette guerre, quand on voit comment la presse occidentale est en train de tirer à balles réelles sur Zelensky, comment la presse occidentale est en train d'accuser les Ukrainiennes, est-ce qu'on n'est pas là en train de voir des gens qui sont essoufflés? Est-ce qu'ils ne sont pas essoufflés, les amis? Répondez-moi. Oui, ils sont à bout de souffle. Il n'y a ni l'argent, ni les moyens d'envoyer encore. Et dire ça ne veut pas dire qu'on est contre X ou Y, mais présenter les faits fait de nous des vrais journalistes. Faire de la propagande simplement alors qu'on a des faits, ça pose un énorme problème. Quand on a fini de dire tout cela, les amis, on demande la paix, les négociations pour épargner des vies qui restent en Ukraine. C'est tout ce qu'il faut faire. Des gens normalement constitués devaient aller vers cette direction. C'est uniquement comme ça qu'on peut trouver la vraie paix, les amis, une véritable paix en Ukraine et aux Ukrainiens. Thank you, friends. Bye bye.